Bon, Maxime Ross nous présente le compte-rendu de la séance précédente, qui était une séance de microchirurgie reconstructrice passionnante. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers membres, chers collègues. Semaine dernière, l'Académie a reçu la Société française de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique avec présentation autour de la microchirurgie reconstructrice. Première intervention de Quentin Cassémiard, la microchirurgie reconstructrice maxillo-crânio-faciale. La reconstruction du nez est probablement la première intervention dans l'histoire de la chirurgie puisqu'elle remonte, il y a des premiers traités. Pardon. Qui a remonté il y a déjà 2000 ans. Ensuite, c'était sur la reconstruction du nez en utilisant de la peau frontale, et ça, c'était la naissance des lambeaux locaux. Ensuite, à la Renaissance, se développe l'utilisation de la face interne du bras, et bien entendu, lors de la Première Guerre mondiale, avec les fameuses gueules cassées, se développent encore les lambeaux, mais malgré tout, le gros problème est qu'il reste toujours le pédicule entre site donneur et site receveur. Donc, il a fallu attendre les années 60 et les premières anastomoses microchirurgicales qui ont permis in fine des autotransplantations avec des lambeaux libres. C'est fin des années 80 que sont découvertes les perforantes cutanées. Depuis, il existe 3 grandes thématiques de recherche, l'anastomose en elle-même, bien entendu, mais aussi le site donneur, à savoir son repérage avec l'écho-doppler, l'étude de sa morbidité, ainsi que le site receveur. Les objectifs de reconstruction de la face sont tout d'abord la survie, puis la fonction sociale de communication, enfin l'anatomie et l'esthétique qui demandent de plus en plus de détails et qui désormais est la voie de recherche principale. À partir des travaux débutés au 19e siècle sur la vascularisation cutanée, les chercheurs ont donc pu décrire les lambeaux standardisés sur les territoires vasculaires que nous connaissons, les fasciocutanés, musculaires et osseux, puis ensuite les lambeaux composites, c'est-à-dire composés de plusieurs tissus avec un même vaisseau nourricier, pour enfin obtenir les lambeaux chimériques pour lesquels chaque structure a sa vascularisation propre avec un vaisseau source pour l'ensemble. Sont présentés différents exemples, notamment au niveau de la langue, de la paroi postérieure du pharynx, de la mandibule, des séquelles de paralysie faciale post-chirurgie de parotide. Tout le travail sur le choix du site donneur, les dissections superficielles qui sont devenues de plus en plus fines, les possibilités qui sont d'une importance capitale de pouvoir conformer précisément le lambeau et aussi l'utilisation de la chirurgie robotique ont permis d'immenses progrès. Désormais est évoqué le développement de la super microchirurgie avec l'anastomose de vaisseaux de très faible diamètre en dessous de 0,8 mm. Commentaire de Michel Germain, la super microchirurgie a d'ailleurs été développée par Koshima. Le commentaire de moi-même, le repérage échographique que vous avez montré réalisé en péropératoire, existe-t-il aussi en pré-op, en cas de radiothérapie adjuvante? Quels sont les délais pour débuter le traitement? Premièrement, il y a 2 contextes, celui où on sait ce que l'on va faire comme reconstruction, on a juste besoin de savoir dans le détail la position de la perforante et donc cela est réalisé en péropératoire. Par contre, le repérage est fait en amont dans le cas de choix du lambeau dans des situations difficiles, il y a par exemple déjà de multiples cicatrices ou dans les cas pédiatriques. Enfin, concernant les délais avec le début de la radiothérapie, ils restent les mêmes quand c'est un succès, c'est en fait la gestion de l'échec qui allongerait, c'est-à-dire qu'en cas de prise oncologique, si échec il faut une réactivité très importante. Question de Franck Dutheil. Vous avez parlé de repérage des vaisseaux donneurs, mais quid des vaisseaux receveurs? On utilise effectivement les coups doubles aussi en pré- et péropératoire. Ensuite, Frédéric Bottin, microchirurgie reconstructrice du sein. Premier temps chirurgical dans le cas de reconstruction mammaire après mastectomie consiste à amener du volume. Les différentes techniques sont l'implant, l'hypomodelage exclusif ou les lambeaux. Les régions donneuses de lambeaux sont le dos, la région abdominale inférieure et la face interne des cuisses. Les lambeaux sont pédiculés ou libres et entre ces 2 grandes catégories existent les lambeaux perforateurs qui ont pour principe de prélever les lambeaux avec un pédicule qui traverse le muscle sans prélèvement de ce muscle qui ne sera pas sacrifié. 2 lambeaux sont présentés, le DIEP, perforateur abdominal libre, qui est réalisé à partir du muscle droit abdominal. Les principales perforantes sont musculo-cutanées, proviennent de l'artère épigastrique inférieure, et le lambeau du gracilis, sa palette cutanée horizontale, dont le pédicule principal provient des vaisseaux fémoraux circonflexes médiaux. Ils peuvent être utilisés pour des reconstructions immédiates ou différées. Une équipe gère le prélèvement pendant qu'une autre équipe s'occupe de réparer le site receveur. Les 2 sites receveurs les plus utilisés sont les vaisseaux thoraciques internes avec dissection du 2e espace intercostal, 3e cartilage et circonflexe scapulaire. Après l'anastomose microchirurgicale, le modelage est réalisé à la demande en fonction du sein contralatéral et du type de mastectomie. Si le volume est insuffisant, un lipomodelage secondaire peut être réalisé. Les avantages des lambeaux de reconstruction autologue sont l'aspect naturel du sein, caractère définitif. Le fait que le muscle ne soit pas prélevé, ça permet de diminuer bien entendu la morbidité du site donneur. Contre-indication du DIEP sont les cicatrices abdominales, les antécédents d'abdominoplastie ou de liposuction, le tabagisme actif, un BMI supérieur à 30. Les inconvénients sont liés à l'approche microchirurgicale avec la difficulté de la dissection du pédicule à travers le muscle,
puis de la micronastomose qui peut être à l'origine d'une ischémie. Ceci nécessite bien entendu surveillance clinique très rapprochée en post-op. L'intervention dure aussi plus longtemps, 3 heures pour le diabète, entre 3 et 5 heures pour le gracilis. Question de Michel Germain. Commentaire. Les curages ganglionnaires n'ont pas été évoqués. Lors de la présence d'un lymphœdème du bras, il est possible de réaliser un diap avec les ganglions circonflexes iliaques superficiels. Notre président Philippe Marre, l'indication de réalisation d'un lambeau gracilis est-il réservé aux contre-indications du diap ou le choix est fonction de la patiente? Initialement, le diap était préféré, puis il a été proposé pour les patientes plutôt jeunes, sans excès de poids, qui demandaient une reconstruction unilatérale, car il y a toujours un volume suffisant au niveau de la cuisse pour obtenir un bonnet B. Il y a de plus toujours la possibilité de l'hypomodelage secondaire. C'est une question de choix à discuter avec la patiente. Franck Dutheil, Nantes, place de la microchirurgie dans la reconstruction des membres inférieurs. La microchirurgie surtout développée dans les années 70 et à partir de la guerre du Vietnam. Les indications sur les grandes pertes de substances, grande reconstruction osseuse, lorsqu'on a besoin d'un lambeau pluritissulaire dit chimérique, lorsque l'importance du traumatisme rend les solutions locales indisponibles. La traumato confronte à une situation toujours inédite à l'origine de décisions importantes pour le sauvetage d'un membre. Donc avec un exemple d'un lambeau microchirurgical scapulaire bifolié pour le pied. Dans le cas de la reconstruction osseuse, malgré le développement de la technique de Masquelet, le péroné vascularisé conserve des avantages et a toujours sa place. Il s'agit d'un os vivant qui permet la consolidation, il réduit le risque infectieux, il supporte la radiothérapie. Et bien entendu, concernant la pédiatrie, son potentiel de croissance, le renforcement intéressant. Il y a un exemple de transfert libre de péroné bifolié controlatéral ou de 2 péronés libres dans un contexte d'ostéosarcome. Enfin, ces techniques peuvent être aussi utilisées en tant que sauvetage après parage chirurgical. L'embout musculaire limite le risque d'infection et permet un apport vasculaire important et le phénomène de comblement. Exemple de grande entolie libre ou l'embout de fascia superficialis temporalis dans le cadre de plaies chroniques. La technique de l'embout libre de la microchirurgie dans la reconstruction des membres ne doit pas faire peur, elle doit être maîtrisée. La technique ne doit jamais apparaître comme un choix par défaut, c'est parfois la seule solution. Elle doit faire partie de l'arsenal thérapeutique aussi bien en aigu que dans la prise en charge des séquelles. Question de François Schanberg, commentaire. En traumatologie, il y a un problème de discussion entre orthopédistes et plasticiens. Il ne faut pas seulement voir la radiographie, mais le malade dans son ensemble. Et réponse, ce sont des situations complexes dont les prises en charge sont souvent, paradoxalement, laissées aux plus jeunes, puisque ce sont eux qui sont de garde et qui reçoivent les patients. Hubert Joannet, concernant les plaies chroniques, existe-t-il des RCP sur ces sujets? Les recrutements proviennent étonnamment fréquemment des infirmières. Et réponse de Weigo Hu, nous avons créé une collaboration entre chirurgiens, plasticiens, orthopédistes et infectiologues. Nous avons fini avec une présentation du professeur Weigo Hu, la microchirurgie reconstructrice de la main et du membre supérieur avec beaucoup d'exemples. Cette microchir est utile que ce soit en situation d'urgence ou d'urgence différée. Principe thérapeutique, on sent d'abord un parage agressif avec la nécrosectomie qui demande une grande expérience pour savoir où s'arrêter, bien entendu, une ostéosynthèse solide, la revascularisation chirurgicale et si possible en même temps, la reconstruction des muscles, tendons, nerfs, couverture cutanée et enfin la rééducation précoce. Première application était la réimplantation de la main avec une première qui avait été réalisée en Chine en 1963. Sont décrites avec illustration par les cas cliniques. Réimplantation multidigitale proximale, distale, hétérodigitale, ring finger, reconstruction pluritissulaire de l'avant-bras avec le transfert libre musculaire neurotisé pour la reconstruction des fléchisseurs, transfert libre d'un lambeau composé d'ostéomusculaire de la fibula, muscle solaire neurotisé, reconstruction du dos de la main, de la paume de la main, avec des lambeaux interosseux antérieurs, postérieurs, reconstruction ostéoplastique du pouce par lambeau ostéocutané, reconstruction digitale par implantation du pouce en urgence, transfert d'un deuxième orteil, reconstruction de la main par transfert du lambeau chinois en urgence et transfert des 2 orteils. Beaucoup d'exemples, que ce soit pour la prise en charge en urgence ou en urgence différée. Question de Michel Merle, commentaire. Il faut pérenniser cette philosophie de réunir en un temps rapide des gens compétents pour tout réparer en un temps avec des techniques compatibles avec la mobilisation précoce. C'est la première intervention qui décide en effet du devenir fonctionnel de l'opéré. Par ailleurs, dans des plaies très contuses avec perte de substance osseuse, il vaut mieux raccourcir le membre de quelques centimètres plutôt que de vouloir conserver à tout prix la longueur qui engendre une fibrose et l'impossibilité d'opérer ensuite. Conclusion de notre président Philippe Marre, c'est en soulignant à nouveau l'évolution de notre métier vers l'hyperspécialisation avec des orateurs ayant acquis une expérience remarquable. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le sujet de la séance de mercredi dernier, qui n'a rien à voir avec celui de la séance d'aujourd'hui, souligne bien le rôle de l'Académie qui a comme mission de service public de faire valoir et de faire connaître l'excellence de la chirurgie française.